Le 13 février, les éducateurs de l'école maternelle ont attendu en vain la mère de 2 petites filles. Le téléphone restait muet, et le soir même, son père est descendu dans le sous-sol de la maison de son gendre et a vu ce qu'il est impossible d'oublier. C'est l'histoire d'une femme qui semblait absolument tout avoir. La beauté, la célébrité, sa propre entreprise, une famille solide. De l'extérieur, une vie idéale. De l'intérieur, tout autre chose. Ancienne finaliste du concours Miss Suisse et coach en entreprise accomplie, Kristina Joksimovic avait atteint à 38 ans ce dont beaucoup ne font que rêver. Popularité, indépendance financière, une agence de mannequins prospère et une famille, un mari, 2 enfants, une vaste maison dans l'un des quartiers les plus chers de Bâle. Cette même maison, devant laquelle les voisins passaient avec une pointe d'envie, une pelouse soignée, des voitures de luxe devant l'entrée, des balançoires pour enfants dans la cour. Tout était comme sur une image. Ces dernières années, l'ancienne reine de beauté s'était presque entièrement consacrée à l'éducation de ses filles. Elle s'était éloignée du travail actif, apparaissait plus rarement lors d'événements. Sur les photos, elle semblait heureuse. Elle souriait, de ce sourire particulier qu'ont les femmes qui ont trouvé leur place. Elle serrait ses filles dans ses bras. Elle signait les clichés avec des mots chaleureux. Parfois, juste quelques mots, mais on y sentait quelque chose de vrai. Le 1er février 2024, Kristina a posté sur les réseaux sociaux quelques photos de vacances. La montagne, l'air pur, le petit déjeuner sur la terrasse. « Merci pour ces vacances inoubliables », a-t-elle écrit. Un post ordinaire, des mots ordinaires. Des milliers de gens en écrivent de semblables chaque jour. Elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir, que 2 semaines plus tard, on la retrouverait dans le sous-sol de sa propre maison. Et que les circonstances de cette découverte feraient frémir tout le pays. Kristina Joksimovic est née et a grandi en Suisse, bien que les racines de sa famille se trouvent en Serbie. Son père était serbe. Elle a grandi dans une famille aimante, où l'on valorisait l'éducation et le travail. Ses parents travaillaient beaucoup, mais trouvèrent du temps pour leur fille. C'est peut-être pour cela qu'elle est devenue ainsi, confiante mais pas arrogante, ambitieuse mais pas dure. Dès l'âge de 17 ans, Kristina possédait une apparence qu'il était impossible de ne pas remarquer. Grande, élancée, avec des traits réguliers et une prestance particulière, comme si elle avait toujours su où elle allait. Mais il ne s'agissait pas seulement de cela. L'apparence est une chose, mais la façon dont une personne se tient, dont elle regarde, dont elle entre dans une pièce, c'en est une autre. Kristina se distinguait par une confiance intérieure, calme et naturelle. Elle n'essayait pas d'impressionner, elle était simplement elle-même, et cela suffisait. Elle savait s'attirer la sympathie dès les premières minutes de conversation. Elle savait écouter, vraiment, pas seulement en faisant semblant. Elle savait parler de manière à ce que les gens se sentent importants, une qualité rare, surtout pour une jeune fille de 17 ans. Et elle fut, bien sûr, remarquée. En 2003, on proposa à la jeune Kristina de tenter sa chance au concours de Miss Suisse du Nord-Ouest. Elle avait 17 ans, l'âge où tout semble possible et un peu effrayant à la fois. Elle accepta. Elle était sans doute nerveuse, qui ne le serait pas, mais si elle l'était, elle ne le montrait pas. Elle monta sur scène, sourit, fit tout ce qu'il fallait, et elle gagna. La couronne, les flashs des appareils photos, les premières interviews. Les journalistes l'interrogèrent sur ses projets, ses rêves, sur ce que cela faisait de devenir reine de beauté à 17 ans. Elle répondait calmement, sans minauderie. Elle disait vouloir étudier, se développer, aider d'autres jeunes filles à prendre confiance en elles. À l'époque, cela ressemblait aux paroles standards d'une gagnante. Plus tard, il s'est avéré qu'elle disait la vérité. À partir de ce moment, un monde totalement différent s'ouvrit à elle. Le monde des podiums, des couvertures de magazines et des nouvelles opportunités. Un monde où l'apparence est une monnaie et l'art de se présenter une compétence de survie. Beaucoup sont brisés par ce monde. Kristina, elle, s'y est forgée. Par la suite, elle a elle-même siégé dans des jurys. Une sensation étrange, regarder des jeunes filles aussi nerveuses qu'elles l'avaient été autrefois. Voir leurs efforts, voir comment elles tentent de cacher le tremblement de leurs genoux, comment elles sourient alors qu'à l'intérieur, tout se contracte de peur. Elle évaluait la démarche, la posture, l'art de marquer une pause. Elle savait à quoi prêter attention parce qu'elle était passée par là. Elle comprenait ce que ressentait la jeune fille debout devant la salle, attendant d'être jugée. Cette expérience lui fut utile plus tard. Parallèlement, Kristina étudiait. Elle n'était pas de celles qui ne misent que sur leur physique. Elle comprenait que la beauté est une ressource temporaire. Il fallait autre chose, quelque chose qui resterait quand la jeunesse s'en irait.
Alors qu'elle était étudiante à l'université, elle a travaillé pendant un certain temps dans le recrutement informatique. Elle cherchait des spécialistes techniques pour de grandes entreprises. Un domaine totalement différent, loin des podiums et des projecteurs. Ici, personne ne regardait sa démarche. On regardait ses résultats, sa capacité à trouver les bonnes personnes, à mener des négociations, à pourvoir des postes. Christina s'en sortait. Elle savait toujours s'en sortir. Elle s'attaquait à une tâche et la menait à bien. Sans plaintes inutiles, sans drame. En 2007, la Suisse accueillait le concours national de beauté, le principal concours du pays. La gagnante obtenait le droit de représenter la Suisse à Miss Universe, ce qui est un tout autre niveau, la scène mondiale. Des millions de spectateurs, la véritable gloire. Christina avait 21 ans, en plein épanouissement. Elle décida de participer, et pourquoi pas? Elle avait l'expérience, le physique, la confiance. Dans son formulaire, elle écrivit qu'elle aimait le volley-ball, les documentaires et qu'elle lisait beaucoup. Des réponses simples, honnêtes, sans chercher à paraître plus intéressante qu'elle ne l'était. Elle passa les tours de sélection. Elle atteignit la finale. Il y avait là 12 jeunes filles, les meilleures du pays. Toutes belles, toutes préparées, toutes voulant gagner. Lors de l'étape décisive, Christina s'inclina. La couronne revint à Amanda Ammann, 20 ans. Un an de moins, un peu plus fraîche, un peu plus étincelante ce soir-là. C'est ainsi. Les concours de beauté ne concernent pas seulement l'apparence. C'est une question d'instant, de la façon dont on paraît précisément à ce moment, sous cette lumière, devant ce jury. Christina perdit. Elle sourit, félicita la gagnante. Elle fut prise en photo avec elle, 2 belles jeunes filles, l'une avec la couronne, l'autre sans. Sur la photo, toutes 2 sourient. Ce que Christina ressentait réellement resta pour elle. Cela aurait pu être une déception, la fin de l'histoire, le point de départ d'un lent déclin, avoir été presque une reine et n'être plus personne. Cela arrive, souvent. Mais Christina n'était pas de celles qui s'arrêtent. La même année, à peine quelques mois après sa défaite, elle ouvrit sa propre entreprise. Dans sa ville natale, elle lança une école de préparation des mannequins au défilé. Elle prit ce qu'elle connaissait le mieux, la démarche, la posture, l'assurance, et en fit un business. Au fond, c'était une agence de conseil, petite, presque intimiste. Christina officiait elle-même comme mentor. Elle donnait elle-même les cours. Elle travaillait personnellement avec chaque élève. Elle formait des mannequins débutants, ceux qui tentent leur premier pas, qui ne savent pas encore marcher avec des talons de manière naturelle. Elle préparait les candidates au concours de beauté, leur expliquait comment répondre aux questions du jury, comment ne pas perdre leur sang-froid sous l'œil des caméras. Elle travaillait avec des femmes d'affaires, leur apprenait à se tenir lors des négociations, à faire impression, à entrer dans une pièce de façon à ce que les gens se retournent. Une démarche correcte, l'étiquette professionnelle, l'art de regarder dans les yeux, savoir se taire quand il faut se taire, savoir parler quand il faut parler. Des choses simples, mais que beaucoup ne maîtrisent pas. Christina les maîtrisait, et elle savait les enseigner. À la base de son approche se trouvait une conviction simple. Chaque femme est capable de plus qu'elle ne le pense. Il faut seulement le lui montrer, lui donner les outils, la soutenir au bon moment. Christina publiait une partie de ses leçons sur YouTube. Elle enregistrait des vidéos dans son studio, petit mais bien équipé. Elle montrait des exercices, analysait les erreurs typiques, donnait des conseils. Elle parlait à la caméra comme si elle parlait à une amie, sans ton professoral, sans condescendance. En quelques années, la chaîne a atteint environ 55 000 abonnés. Pour une niche aussi pointue, c'est un chiffre sérieux. Ce n'était pas du contenu de divertissement, ni des scandales, ni des mèmes. C'était des vidéos éducatives sur la démarche et la posture. Et pourtant, 55 000 personnes s'étaient abonnées et regardaient. En 2013, Christina reçut une proposition qui comptait beaucoup pour elle. On lui demanda de devenir le mentor de la nouvelle Miss Suisse, Dominique Rinderknecht. La jeune gagnante se préparait pour Miss Universe et avait besoin de quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui connaissait ce monde de l'intérieur. Christina accepta. Elle prépara la jeune femme au podium, aux caméras, aux interviews. Elle lui apprit ce qu'elle-même avait appris autrefois. C'était un rôle tout autre. Non plus la participante, mais l'entraîneur. Non pas celle qui lutte pour la couronne, mais celle qui aide à la conquérir et à la garder. Un sentiment étrange sans doute. Regarder une autre jeune femme partir pour ce concours que l'on n'a pas soi-même atteint. Mais si Christina ressentait quelque chose de ce genre, elle n'en montra rien. Elle travaillait. Elle faisait son métier. Elle aidait. Les réseaux sociaux de Christina étaient remplis de clichés et de vidéos, professionnelles ou non. La voici démontrant comment marcher correctement avec de hauts talons, pas à pas,
lentement, avec des explications. La voici montrant comment porter des chaussures à semelles rouges, ces chaussures reconnaissables entre toutes, qui font battre le cœur de tant de femmes dans les magasins. La voici animant un atelier pour un groupe, 10 femmes dans la salle, toutes concentrées, toutes s'appliquant. La voici posant pour une édition de luxe. Lumière professionnelle, maquillage professionnel, sourire professionnel. Sa vie semblait éclatante, riche, réussie. Une vie dont on peut être fier. Le genre de vie dont on parle dans les magazines, dans la rubrique « Success Story ». De finaliste d'un concours de beauté à entrepreneuse prospère, un beau parcours. À 38 ans, Kristina Joksimovic avait presque tout. Une carrière, de l'argent, la reconnaissance. Un nom dans l'industrie, des élèves qui réussissaient et la remerciaient. Il ne lui manquait qu'une famille, ce que l'on ne peut ni acheter ni gagner par le travail, ce qui arrive ou pas. Mais cela aussi changea. En décembre 2016, elle partagea la nouvelle. Son petit ami l'avait demandé en mariage. C'était inattendu, Kristina montrait rarement sa vie privée. Elle la gardait séparée de son image publique. Mais là, elle ne put s'en empêcher. Sur les réseaux sociaux apparut une photo, rare, presque intime. Son visage à lui en gros plan. Son sourire radieux à elle. Une bague au doigt, simple, élégante, de bon goût. « J'ai dit oui », écrivit Kristina. Et elle ajouta « L'amour de ma vie », 4 mots, court, dense, heureux. L'élu était un homme d'affaires suisse, Marc Ribben. Il avait presque 4 ans de plus qu'elle, grand, imposant, avec les manières assurées d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. On sait peu de choses sur lui. Kristina montrait rarement son mari à l'écran. Il n'aimait pas les caméras, il n'aimait pas l'attention. Il préférait rester dans l'ombre, mais quand elle le montrait malgré tout, les légendes étaient chaleureuses, presque tendres. Mon homme, ma moitié, celui que j'attendais. 9 mois plus tard, en août 2017, ils se marièrent. Le mariage fut tel que doit être celui d'une reine de beauté, semblable à un conte de fées. La cérémonie eut lieu au Grand Hôtel Giesbach, un somptueux édifice 4 étoiles construit dans le style d'un ancien château. Des tourelles, des fenêtres en arcade, une terrasse avec vue sur les montagnes. L'hôtel se dresse au pied d'une célèbre cascade, celle-là même qui figure sur les cartes postales suisses. L'eau tombe de haut, se brise sur les rochers, soulève un nuage de fines gouttelettes. Et derrière la cascade, le lac. Calme, bleu, sans fond. Montagne, eau, air pur. Le coucher de soleil teinte le ciel de rose et d'or. Un décor idéal pour une journée idéale. Comme si quelqu'un avait spécialement composé cette image. La mariée portait une robe en dentelle, longue, élégante, sans fioritures inutiles. Ses cheveux détachés tombaient sur ses épaules. Un maquillage minimal. Elle était déjà si belle. Pourquoi la cacher sous des couches de cosmétiques? Le marié était en costume bleu marine, strict, élégant. Il regardait la mariée comme regardent les hommes qui ont obtenu ce qu'ils voulaient. Sur les photos, ils ont l'air heureux. Vraiment heureux. Sans tension, sans pause, sans cette gêne que l'on ressent quand les gens font semblant devant l'objectif. Il lui tient la main. Elle le regarde de bas en haut. Tous deux sourient, et les sourires sont vrais. « Pour toujours dans tes bras », écrivit Kristina sous une photo de mariage. Romantique, un peu naïf. C'est ce qu'écrivent les gens qui croient en l'amour éternel. « Amour pur », ajouta-t-elle à une vidéo de la fête. Les invités dansent, la musique résonne, les coupes de champagne défilent. Un mariage ordinaire, un mariage heureux. 6 mois plus tard, les jeunes mariés partirent pour l'Argentine. Une lune de miel qu'ils avaient eu repoussée à cause du travail. Ils avaient enfin pu s'échapper. Buenos Aires, le tango, les steaks, le vin rouge. Kristina publia une photo, tous deux devant un bel édifice. Elle se presse contre lui, il l'entoure de ses bras. Légende, mon pilier. 2 mots, simples et chaleureux. Le genre de mots derrière lesquels on sent quelque chose de vrai. 1 an plus tard, en 2019, elle publia un cliché de l'album de mariage. Apparemment, elle parcourait les photos et était tombée sur celle-ci, particulièrement réussie. « Bon anniversaire à celui qui a volé mon cœur », écrivit-elle. L'anniversaire de son mari. Une occasion de dire quelque chose de beau. Le couple vivait alors dans une vaste maison jumelée dans l'un des quartiers les plus chers de Bâle. Une belle maison, 2 étages, un sous-sol, un garage pour 2 voitures. Un beau quartier, calme, verdoyant, sûr. Ce sont des quartiers que choisissent les gens qui peuvent se le permettre et qui veulent élever leurs enfants dans un environnement sain. Une belle vie. C'est ce qu'il semblait de l'extérieur. En 2020-2021, Kristina devint maman, 2 fois. 2 filles,
l'une après l'autre. D'abord la première, en 2020, puis la seconde, un peu plus d'un an plus tard. 2 petites filles, 2 copies miniatures de leur mère, les mêmes cheveux clairs, les mêmes yeux bleus. 17 mois après son premier accouchement, Christina parla de son parcours vers la maternité. Elle enregistra une vidéo, écrivit un long post. Elle posait avec son ventre rond. Déjà lors de sa 2e grossesse, elle rayonnait. Il n'y a pas d'autre mot. « Je suis fière de beaucoup de choses dans la vie », écrivit-elle. « De ma carrière, de mon entreprise, de ce que j'ai accompli. Mais rien n'est comparable au fait d'être mère. » Ce n'étaient pas des paroles creuses, ce n'était pas une tentative de paraître parfaite. Elle le ressentait vraiment. Du moins, c'est ce qu'il semblait à tous ceux qui la connaissaient. Les enfants étaient devenus tout pour elle, le centre de son univers, son sens profond. C'était visible à l'œil nu, à travers les photos, les légendes et la façon dont son contenu avait changé. Avant, les podiums, les talons, les ateliers. Maintenant, les aires de jeu, les promenades au parc, les petits déjeuners à 3. Moins de travail, plus de famille. Moins de vie publique, plus de silence. Elle semblait avoir trouvé ce qu'elle cherchait. Comme si elle était arrivée à un point où l'on peut s'arrêter et dire « Voilà, c'est ici ma place, c'est ici ma vie ». Les 2 années suivantes, Christina continua de publier des photos de famille, avec son mari, avec ses filles, des pique-niques sur l'herbe, des sorties à la campagne, les sapins de Noël et les anniversaires. Chaque post, des mots chaleureux. Chaque photo, des sourires. Une famille heureuse. Une image idéale. Le 1er février 2024, elle publia une série de clichés pris dans un hôtel de villégiature, une station de montagne quelque part dans les Alpes. La neige, les pins, l'air pur. Sur les images, Christina est seule, sans mari, sans enfant. Apparemment, elle s'était échappée pour se reposer, pour être elle-même, pour recharger ses batteries. La voici prenant son petit déjeuner sur la terrasse. Une tasse de café, un croissant, la vue sur les montagnes. La voici recevant des soins au spa. Allongée en peignoir, les yeux clos, un masque sur le visage. La voici sur le balcon, respirant l'air de la montagne. Les cheveux attachés en queue de cheval, le visage apaisé. « Merci pour ces vacances inoubliables », écrivit-elle. Des vacances ordinaires, des photos ordinaires, des millions de personnes en publient de semblables. Le 10 février parurent les derniers clichés. La salle d'entraînement de leur maison. Christina en tenue de sport, leggings, brassière, baskets. Elle se tient devant le miroir et prend une photo. Courte légende. Mise à jour rapide. Rien de spécial. Juste une photo à la salle de sport. Juste une légende écrite en 2 secondes. Elle n'y a sans doute même pas réfléchi en l'écrivant. Elle a pris la photo, l'a postée et est passée à autre chose. Ces images furent les dernières prises par l'ancienne Miss Suisse. 3 jours plus tard, elle ne serait plus là. Le soir du 13 février, la veille de la Saint-Valentin, les parents de Christina ont reçu un appel. L'appel venait de l'école maternelle. L'éducatrice, une femme d'un certain âge qui y travaillait depuis de nombreuses années, parlait d'une voix inquiète. Personne n'était venu chercher les filles. La journée de travail s'était terminée il y a 1 heure. La maman n'était pas arrivée, et elle ne répondait pas aux appels. Que faire? Cela n'était jamais arrivé auparavant. Christina venait toujours chercher ses filles à l'heure. Toujours. Elle était de ces mères qui arrivent 5 minutes avant la fin et attendent devant les portes. Si quelque chose changeait, elle prévenait à l'avance. Elle appelait, écrivait, s'organisait. Mais là, le silence. Le téléphone ne répondait pas. Les messages n'étaient pas lus. Le père de Christina sentit quelque chose de froid remuer en lui. C'est ce qui arrive quand on ne sait encore rien, mais qu'on sent déjà. L'organisme comprend avant l'esprit. Il composa le numéro de son gendre. Où était sa fille? Marc répondit calmement, même trop calmement. On s'en souviendrait plus tard. La voix était posée, l'intonation habituelle, comme si rien ne se passait. Il dit qu'il ne savait pas où était sa femme. Elle était partie quelque part, sans prévenir. Ça arrive. Et il invita son beau-père à passer, pour boire un verre, pour discuter. Peut-être qu'elle reviendrait bientôt. Une invitation étrange, à bien y réfléchir. Sa femme avait disparu, les enfants étaient seuls, et lui proposaient de boire un coup. Mais à ce moment-là, le père n'y pensa pas. Il y alla. Il voulait voir de ses propres yeux ce qui se passait. Il voulait être près de ses petites filles. Il arriva chez eux, cette même maison, spacieuse, à 2 étages, avec une pelouse soignée. Il entra. Marc l'accueillit à la porte, lui serra la main. Le conduisit au salon. Les petites filles étaient là.
Elle jouait comme d'habitude. L'aînée construisait quelque chose avec des cubes. La cadette faisait rouler une petite voiture sur le sol. En voyant leur grand-père, elles furent ravies et se précipitèrent pour l'embrasser. Elles ne comprenaient pas encore que quelque chose n'allait pas. Pour elles, c'était une soirée ordinaire. Le père passa plusieurs heures dans la maison. Il resta assis avec Marc dans le salon, à discuter. Il essayait de comprendre ce qui se passait. Il demandait « Quand l'as-tu vue pour la dernière fois? Qu'a-t-elle dit? Où aurait-elle pu aller ?» Marc répondait par monosyllabes. Il haussait les épaules. « Je ne sais pas, elle n'a rien dit. Elle est partie, c'est tout. Ça arrive. » Son calme paraissait étrange. Mais que faire? Peut-être était-il simplement ainsi, réservé, ne montrant pas ses émotions. Il existe de tels hommes. Puis ils dînèrent avec les petites filles. Marc fit réchauffer un plat préparé, dressa la table. Les filles mangeaient, bavardèrent de leurs petites affaires, de l'école, de leurs copines, de ce qu'elles voulaient pour leur anniversaire. Une conversation d'enfants banale. Le père écoutait et pensait « Où est donc Christina? Pourquoi n'appelle-t-elle pas? Pourquoi ne répond-elle pas ?» Après le dîner, il rentra un court instant chez lui. Il devait parler à sa femme, la mère de Christina, lui raconter ce qui se passait, décider de la suite des événements. À la maison, sa femme était déjà rongée par l'inquiétude. Elle faisait les 100 pas dans la pièce, incapable de rester en place. Elle appelait sa fille, 1 fois, 2 fois, 10 fois, pas de réponse. Elle écrivait des messages, non lus. Puis, le père retourna dans la maison de sa fille. Il ne pouvait pas ne pas y être. Il ne pouvait pas rester assis à attendre. Pendant ce temps, une conversation téléphonique eut lieu entre Marc et sa belle-mère, longue, tendue. La mère de Christina exigeait des explications. Où était sa fille? Que se passait-il? Pourquoi était-il si calme? Marc répétait la même chose. « Je ne sais pas où elle est. Parfois elle s'en va. Ça arrive. Elle appellera quand elle reviendra. Il ne faut pas paniquer. » Sa voix était monocorde, sans trace d'anxiété, sans émotion, comme s'il s'agissait de quelque chose de banal. Sa femme était partie de la maison, voilà tout. Elle ne répondait pas aux appels. Et alors? Cela était irritant. À ce moment-là, simplement irritant. Plus tard, avec le recul, cela sembla suspect, surnaturel, effrayant. La mère voulait appeler la police, tout de suite, sans tarder. Mais elle comprenait. Cela faisait moins de 24 heures. Une femme adulte n'était pas rentrée chez elle pour une nuit. La police n'accepte pas de telles dépositions. Il y a des règles. Il faut attendre. Il faut des motifs. Elle détestait ces règles. Elle détestait attendre. Elle détestait ce sentiment d'impuissance quand on sait que quelque chose ne va pas, mais qu'on ne peut rien faire. Pendant que Marc parlait à sa belle-mère au téléphone, debout dans le salon, le combiné contre l'oreille, répondant par monosyllabes, le père de Christina parcourait la maison. Il regardait dans les pièces, cherchait le moindre indice, un mot peut-être, ou le sac que Christina emportait toujours avec elle, ou son téléphone, si elle l'avait oublié, si elle l'avait laissé. N'importe quoi, une trace, un indice. Il traversa le salon, jeta un œil à la cuisine, propre, vaisselle lavée, rien d'inhabituel. Il monta au premier étage. La chambre, lit fait, affaires à leur place. La chambre des enfants, jouets, livres, rideaux roses. Le bureau de Marc, porte fermée, il n'y entra pas. Puis, il descendit au sous-sol. Il y avait plusieurs pièces. Le garage, 2 voitures, outils au mur. Le débarras, cartons, vieilles affaires, décorations de Noël. Et une autre pièce tout au bout du couloir. La buanderie. Une pièce isolée avec d'épais murs de béton, construite de manière à ce que les sons ne sortent pas. Dans les sous-sols des maisons suisses, on aménage souvent de telles pièces pour les machines à laver, afin que le bruit ne dérange pas. Le père ouvrit la porte, chercha l'interrupteur, alluma la lumière. Une lumière blanche et crue inonda la pièce. La machine à laver dans un coin, le sèche-linge à côté, des étagères de produits ménagers, et au sol, un grand sac poubelle noir. Une mèche de cheveux blonds dépassait du sac. Au début, il ne comprit pas ce qu'il voyait. Son cerveau refusait de traiter l'information. Des cheveux? D'où venaient ces cheveux ici? Qu'était-ce que ce sac? Il s'approcha. Sur des jambes raides, comme dans un rêve. Il regarda. À l'intérieur, on apercevait quelque chose de rond. Quelque chose qui avait été, autrefois, un visage. Il la reconnut. Il la reconnut. Et ne la reconnut pas. Car c'était elle, sa fille, sa Christina. Et en même temps, ce n'était déjà plus elle. Un cri jaillit de lui-même. Il ne se souvint même plus tard s'il avait crié. Il se rappelait seulement avoir couru hors de la maison,
se retrouver dans la rue, l'air froid, les lampadaires, un passant, un homme qui passait par là. Il lui demanda d'appeler la police. Il ne pouvait plus parler lui-même. Sa gorge s'était nouée. Les mots ne sortaient plus. Le passant le regarda, ce visage blême, ses mains tremblantes, et comprit immédiatement quelque chose de terrible. Il sortit son téléphone, composa le numéro. La police arriva rapidement, quelques minutes, et la rue se remplit de voitures aux gyrophares allumés. La lumière bleue dansait sur les murs des maisons, sur les fenêtres, sur les visages. Mark Ribben fut arrêté le soir même. Il était dans la maison, assis au salon quand les policiers sont entrés. Il n'a pas essayé de fuir. Il n'a pas essayé de se cacher. Il était simplement assis et attendait. Au moment de l'arrestation, il ne résista pas. Il ne cria pas, ne pleura pas, ne chercha pas à s'expliquer. Il se leva quand on lui ordonna de se lever, tendit ses mains pour les menottes, en silence. Pas une seule émotion sur le visage, pas l'ombre d'un remords, pas l'ombre d'une peur. Les policiers dirent plus tard. En 20 ans de service, ils n'avaient jamais vu ça. D'ordinaire, les gens réagissent, d'une manière ou d'une autre. Ils pleurent, crient, se justifient, demandent un avocat. Celui-là, comme une figure de cire, regard vide, épaules détendues, comme s'il était arrêté pour un mauvais stationnement. Lors de l'examen du sous-sol, les policiers découvrirent les restes de Christina, ce qu'il restait d'elle, broyé, partiellement dissous. Ce qu'ils virent choqua même les enquêteurs chevronnés. Des gens qui en avaient des vues de toutes les couleurs, qui semblaient ne plus pouvoir être surpris par rien. L'un des policiers, un jeune, dans sa première année de service, sortit dans la rue et vomit. Il restait près de la voiture, les mains appuyées sur le capot, et ses entrailles se retournaient. Ses collègues plus âgés ne le jugeaient pas. Ils comprenaient. Lors du premier interrogatoire, Mark fit une déposition. Il parlait calmement, sans émotion, comme s'il racontait quelque chose qui était arrivé à quelqu'un d'autre. Il dit qu'il avait trouvé sa femme déjà morte. Il était rentré à la maison et elle était allongée là, sans signe de vie. Ce qui s'était passé, il ne le savait pas. Peut-être une chute, peut-être le cœur. Il n'avait pas compris, et après, il avait paniqué. Il ne savait pas quoi faire. Il avait eu peur. Et dans un état de panique, il avait transporté le corps dans la buanderie, où il l'avait démembré. Pourquoi? Comment? Il haussait les épaules. La panique. Il ne réfléchissait pas. Il l'avait fait. Et lui-même ne comprenait pas pourquoi. La version paraissait délirante, absurde. Trouver sa femme morte, et la première chose qui vient à l'esprit est de démembrer le corps. Ne pas appeler les secours, ne pas appeler la police, ne pas téléphoner à quelqu'un, mais prendre un couteau et... Mais il insistait, répétait la même chose. Trouver morte, paniqué. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait. Un mois plus tard, Mark changea sa déposition. Visiblement, il avait compris que sa première version ne tenait pas, qu'on ne le croyait pas, que les preuves disaient autre chose. Il avoua le meurtre. Oui, il avait tué. Mais il avait agi en état de légitime défense. Selon sa nouvelle version, Christina l'avait attaqué la première, avec un couteau. Ils s'étaient disputés, elle avait saisi un couteau, s'était jeté sur lui, et lui, il s'était défendu, simplement défendu. Il ne voulait pas tuer. C'était arrivé comme ça. L'expertise médico-légale réfuta cette version, totalement, sans appel. D'après les résultats de l'autopsie, il a été établi. Le mari a d'abord exercé une forte pression compressive, une strangulation, avec les mains ou autre chose, peu importe. Il lui a serré la gorge, il l'a maintenue jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Christina n'avait pas pu se défendre. Il n'y avait pas de traces de lutte sur le corps, caractéristique d'une légitime défense. Il n'y avait pas de coupure sur les mains, comme celles qui restent quand on essaie de s'emparer d'un couteau. Il n'y avait pas d'échymose sur les articulations des doigts, comme celles que l'on a quand on frappe quelqu'un. Elle a simplement suffoqué, impuissante, incapable de faire quoi que ce soit. La suite est pire, ce qui s'est passé après la mort. Pour se débarrasser du corps, Mark a utilisé un mixeur plongeant. Pas un mixeur de cuisine ordinaire, un modèle industriel, puissant, de ceux qu'on utilise pour broyer des aliments dans l'industrie agroalimentaire. D'où il le tenait, on l'ignore. Peut-être l'avait-il acheté à l'avance, peut-être l'avait-il pris quelque part. Il a transformé certaines parties du corps en une masse homogène, méthodiquement, sans se presser. Puis, il l'a dissoute dans un liquide chimique. Lequel exactement? L'enquête l'a établi, mais l'information n'a pas été communiquée à la presse. Et un autre détail, celui qui met vraiment mal à l'aise. Pendant qu'il faisait cela, pendant qu'il transformait sa femme en quelque chose qui pouvait être évacué par les égouts,
Il regardait YouTube, des vidéos tournées sur son téléphone. Il s'en servait comme d'un mode d'emploi. Il regardait comment faire correctement ce qu'il faisait. Ce n'est pas un accès de colère, pas un état second, pas une perte de contrôle, c'est un calcul, froid, méthodique, terrifiant. Plus tard, le parquet a rendu public des informations supplémentaires, ce qui était auparavant caché derrière les portes closes de leur maison. Ce que Christina ne racontait pas dans ses publications, il s'est avéré que Mark avait exercé à plusieurs reprises des violences physiques sur sa femme. Pas une fois, pas deux, pas dans un moment de dispute où les deux s'emportent. Systématiquement, régulièrement, sur une longue période. Une amie de Christina, l'une des rares en qui elle avait confiance, a témoigné pour l'enquête. Les derniers mois, la relation du couple était en crise profonde. Christina venait parfois chez elle pour parler, pour pleurer. Elle montrait ses bleus. Elle racontait les disputes, comment il criait, comment il frappait. Christina s'était adressée à la police à plusieurs reprises. Elle avait porté plainte. Elle était allée au commissariat, avait montré les traces. Mais aucune procédure n'avait été engagée. Il manquait des preuves. Il n'y avait pas de témoins. Il n'y avait pas de blessures graves visibles, de celles qui nécessitent une hospitalisation. Une histoire standard, effrayante dans sa banalité. Des milliers de femmes traversent cela chaque année. Elles vont à la police, racontent, montrent, et elles s'entendent se répondre « Désolé, nous ne pouvons rien faire. Revenez quand il y aura des preuves. Revenez quand ce sera pire. » Christina voulait partir. Elle en parlait à son amie. Elle disait que ce n'était plus possible ainsi, qu'elle avait peur, que les enfants ne devaient pas voir ça, qu'il fallait changer quelque chose. Mais elle avait peur. Elle avait peur de sa réaction, peur de ce qu'il pourrait faire si elle tentait de partir. Elle le connaissait assez bien pour comprendre qu'il ne la laisserait pas partir comme ça. D'autres faits ont fait surface. Il s'est avéré que Mark avait eu une autre femme avant Christina, et avec elle aussi, il y avait eu des incidents. L'ex-petite amie a témoigné pour l'enquête. On l'a retrouvée, contactée, on lui a demandé de parler. Elle s'est tue longtemps. Visiblement, elle avait peur elle aussi, même des années après. Puis, finalement, elle a parlé. Elle a raconté les accès de colère, soudain, imprévisibles. Il pouvait être calme, gentil, même tendre, et une seconde après, exploser. Sans raison, sans motif. Simplement, quelque chose se déclenchait en lui, et il devenait une autre personne. Une fois, elle s'en souvenait distinctement. Ils étaient près de la voiture. Ils discutaient de quelque chose. Elle se tenait près de la roue avant. Il s'est assis au volant, et il a démarré. Il lui a délibérément roulé sur le pied avec la roue. Elle a hurlé de douleur. Il s'est arrêté, est sorti, l'a regardé, sans compassion, sans remords. Il a dit « Il faut être plus prudente ». Une autre fois, ils étaient en voiture. Elle était sur le siège passager, sans ceinture. À l'époque, tout le monde ne s'attachait pas encore. Il a brusquement freiné, à pleine vitesse. Elle a été projetée en avant et son visage a heurté le tableau de bord. Lèvres éclatées, sourcils ouverts. Le sang coulait sur son visage. Il a dit « C'est un accident ». Il ne s'est pas excusé. Il ne l'a pas emmenée à l'hôpital. Simplement, c'est un accident, c'est tout. Après cela, elle l'a quitté. Elle a pris ses affaires et elle est partie, sans se retourner. Elle comprenait, si elle restait, ce serait pire, bien pire. Elle a eu de la chance. Elle a eu le temps de partir. Christina n'a pas eu ce temps. Au tribunal, Mark Ribben a été décrit brièvement et avec précision. Un homme de sang-froid, incapable d'empathie. Le psychiatre judiciaire a travaillé avec lui pendant plusieurs semaines. Il a effectué des tests, des entretiens, des observations. Il a noté un trouble de la personnalité grave et un trouble de la personnalité dissociale. C'est ainsi qu'on l'appelle dans les documents officiels. Dans le langage courant, la sociopathie. Le diagnostic ne le dégage pas de sa responsabilité. Mark savait ce qu'il faisait. Il comprenait que c'était mal. Il aurait pu s'arrêter, mais il n'a pas voulu. La maladie explique, mais elle n'excuse pas. Elle explique quelque chose d'important. Cet homme ne ressentait rien. Il n'éprouvait pas de compassion. Il n'avait pas de remords. Pour lui, les autres n'étaient pas des êtres humains. C'étaient des objets, des moyens pour atteindre ses buts, des choses dont on peut se servir. Sa femme était pour lui une propriété, pas une partenaire, pas une femme aimée, une propriété. Quelque chose qui lui appartenait, quelque chose qui n'avait pas le droit de partir. Quand une propriété tente de partir, le propriétaire se fâche. Quand la propriété insiste, le propriétaire prend des mesures. Christina a osé vouloir la liberté. Elle a osé penser à elle-même. Elle a osé planifier une vie sans lui. Il ne le lui a pas pardonné.
Le procès n'a pas encore eu lieu. La justice suisse travaille lentement, minutieusement, mais lentement. Marc Ribben attend toujours son jugement. Il est en détention provisoire. Il se tait. Pendant tout ce temps, aucune déclaration publique, pas un mot de remords, pas une seule tentative d'excuse auprès de la famille de Christina, auprès de ses parents, auprès de leur propre fille. Les filles, elles avaient de 3 et 4 ans quand c'est arrivé, vivent désormais avec leurs grands-parents, avec les parents de Christina. Ceux-ci ont recueilli leur petite fille. Ils essaient de leur expliquer l'inexplicable. Ils essaient de les élever pour qu'elles deviennent normales, malgré tout. Que garderont ces faces de leur mère? Des photographies, des vidéos, les récits de leur grand-mère. Peut-être des images floues, des sensations, des odeurs. Elles étaient trop jeunes pour se souvenir d'elles vraiment. Et qu'apprendront-elles sur leur père quand elles grandiront? Quand elles commenceront à chercher des informations? Quand elles tomberont sur des articles, sur les documents judiciaires, sur cette histoire? Comment vivre avec cela? On l'ignore. Kristina Joksimovic s'apprêtait à quitter son mari. Elle le planifiait. Elle pensait aux enfants, à la sécurité, à l'avenir. Elle imaginait comment ce serait, la vie sans lui, sans peur, sans l'attente de la prochaine explosion. Mais la peur la maintenait sur place. La peur de l'homme qu'elle appelait autrefois l'amour de sa vie. La peur de ce qu'il pourrait faire si elle tentait de partir. Et cette peur n'était pas vaine. La séparation d'avec un partenaire tyran est le moment le plus dangereux. C'est confirmé par les statistiques, par les études, par des milliers de cas similaires à travers le monde. C'est précisément à ce moment-là, quand la victime décide de partir, que l'agresseur sent qu'il perd le contrôle. Sa propriété lui échappe, son pouvoir s'effondre. Et c'est précisément alors qu'il est capable du pire, de ce qu'il n'avait pas osé faire auparavant. Christina le comprenait. Intuitivement ou consciemment, peu importe. C'est pour cela qu'elle tardait. C'est pour cela qu'elle repoussait l'échéance. C'est pour cela qu'elle restait dans une maison qui avait cessé d'être un foyer depuis longtemps. Elle savait avec qui elle vivait. Elle savait de quoi il était capable. Elle n'a simplement pas eu le temps de partir. Elle a été en retard d'un jour, d'une heure, d'un pas. Le 13 février, la veille de la Saint-Valentin, les éducatrices de l'école maternelle n'ont pas vu arriver la mère des 2 petites filles. Et le soir du même jour, son père est descendu au sous-sol. Et il a vu ce qu'il est impossible d'oublier.